Bonsoir, bonsoir. Hop. Désolé, on voit le bordel sur mon lit. Juste. Vous avez vu la veste? J'ai trouvé ça à Emmaüs pour 2-3 francs 6 sous et c'est vraiment c'est une tenue de relaxation, on va dire ça, de traînage pour ne rien foutre, que je trouve absolument mirifique. Regardez-moi ces couleurs, ça va saturer, je pense. Et j'ai le jogging qui va avec, qui est de cette couleur là. Donc c'est absolument mirifique. Moi, ça me fait marrer de me voir comme ça, là, ça me fait bien rire. Welcome back dans les années 80. Bon, petit live à l'impromptu. Donc là, je pense que je vais plutôt m'adresser à ceux qui regarderont plus tard. À part bonsoir, Adepte W. Bonsoir, tu es français. En tout cas, bienvenue. Bienvenue. Tu es la seule personne jusqu'à maintenant. Ouais, donc je disais quoi? Ouais, donc voilà, un petit live à l'impromptu. Bah, disons, j'avais envie de faire un live. J'avais chiné deux, trois trucs. Et j'avais eu grave la flemme. Et après, j'ai eu grave la flemme. Et parce que voilà, parce que des fois, il y a des jours où on n'a pas envie. Et finalement, là, j'étais en train de jouer à mon jeu, là, en train de bien perdre mon temps sur mon jeu. Et je me suis dit, ça serait intéressant quand même de voir un truc parce que sur YouTube, la vidéo qui a le plus de vues, bon, c'est une soixantaine de vues, donc c'est pas énorme, mais ça reste quand même, alors que normalement, c'est aux alentours d'une vingtaine, entre 20 et 30 pour d'autres. Mais celle qui avait le plus de vues, c'est celle que j'avais fait sur Wish, sur le déréférencement possible de Wish. Et je me dis, là j'avais bien envie de tenter. Bon, on va faire des trucs d'actualité un peu qui va faire parler pour voir, pour ensuite mettre ça en rediff et voir si éventuellement ça serait un facteur pour engranger. Bon, j'imagine que ça serait logique, hein, on parle d'un truc d'actualité, forcément les gens recherchent ça. Donc, bon, on va voir. Donc, qu'est-ce que je vous ai concocté? Hop, on passe au principal. Qu'est-ce que je vous ai concocté? Donc, comme vous allez pouvoir voir dans le titre, déjà qui apparemment, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à de la stylométrie, deux groupes de chercheurs auraient trouvé qui était derrière le personnage de Q, le mystérieux personnage qui a un peu lancé le mouvement QAnon. Après, voilà, pour rester sur la thématique américaine et de QAnon, etc., bah, Truth Social, le réseau social de Donald Trump, qui entame sa mise en ligne lundi. Les accidents de chasse, parce qu'effectivement, il y a eu un accident de chasse, je sais plus quand, c'était, bah, on est quel jour là? On est mardi, bah, ça devait être ce week-end, je crois. Enfin, une jeune randonneuse de 25 ans qui a été tuée par une chasseuse. Donc voilà, et une des réponses, c'était pas de réguler la chasse, c'était plutôt de mettre en place une application de géolocalisation pour que les randonneurs et randonneuses puissent éviter la zone. Et enfin, ou alors un édito de Pablo Maillet sur Ouzbek Erika sur Facebook et la vidéo de promotion de son métaverse. Et la nuance est importante entre le métaverse et son métaverse. Euh, Comment on appelle ça déjà? Super Bowl américain. Enfin bon, bref. Donc voilà, histoire de finir chill. Je crois qu'il a ça hein, conséquent tout de même cet article. Ouais, non, c'est 3 minutes. Bon, en plus, je suis tout seul donc ça va pas discuter. Je suis pas sûr d'avoir énormément de commentaires à faire, mais je vous apporte, euh, je vous apporte ça à votre connaissance. Est-ce qu'il y a plus de monde dans le chat? Non, toujours pas. Bon, en même temps, ça m'étonne pas. J'ai rien annoncé nulle part. Bon, bah écoutez. Ah ouais, et pour le premier, là, qui se trouve derrière Quanon? C'est le New York Times, c'est le New York Times qui a sorti enfin un article assez conséquent que je suis allé lire, parce qu'avec la fac, on a accès au New York Times et c'est plutôt bon article. Enfin, c'est en anglais, donc ça m'a demandé un peu plus de concentration et un peu plus de temps que machin, mais c'est assez cherché, mais du coup, je pouvais pas vous lire ça. Genre, mon accent est à chier, et puis il faut faire la traduction en live. Enfin, ça va prendre un temps infini, quoi. Donc voilà. Donc je suis allé chercher et j'avais pas trouvé d'article. Parce que donc j'ai juste cherché un barre de recherche et
Je trouvais ça sur ma RTS. Je crois que du coup, c'est un média suisse, si je dis pas de bêtises. Pardon, un média suisse. Et du coup, ils avaient fait un article que j'avais trouvé bien parce que non, parce qu'ils disent que. Enfin, vous allez voir. Je vais dire pourquoi je le trouve bien parce qu'il je trouve qu'il met assez bien en comparaison. Ah, salut Paul. Je m'attendais pas à voir que du monde. J'ai annoncé nulle part que j'étais en live ce soir. C'était genre un peu à l'impromptu. Genre, j'expliquais vite fait que. Hmm, exactement. T'as vu ça un peu? J'ai chiné ça à Emmaüs ouais, à Chambéry. Et en gros, ça m'a coûté 2-3 francs 6 sous. Et non, bah, je viens d'entrer du taf, je check toujours Switch. Ah, ça marche. Eh ben écoute, bienvenue. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, j'ai trouvé ça. Du coup, je te disais à Emmaüs et ça m'a coûté 2-3 francs 6 sous. Et vraiment, ah, bah merci, ça fait plaisir parce que c'est une tenue de jogging. Et si tu veux, c'est genre années 80, elle est dans un état nickel. Et en plus de ça, j'ai aussi le jogging qui va avec. J'ai le bas qui va avec, qui est en même couleur que ça. Moi, je trouve ça sublime. Genre, genre, ton ça leader, je trouve ça sublime. Donc voilà. Regarde comment ça pète à l'écran sans déconner. Enfin, voilà. Euh, ouais, donc du coup, de quoi qu'on parle? Trop la chance, mon frère avait quasi la même quand même. Violet vert. Bah écoute. Mais en vrai, j'étais en train de regarder. Elle m'a coûté. En vrai, l'ensemble, il m'a coûté 5 balles, hein. Donc quelqu'un l'a jeté. Enfin, l'a jeté, l'a donné à Emmaüs de cette cœur. Et j'étais là pour la rattraper. Ouais. Mais va checker les Emmaüs. Il y a toujours des bons trucs dans les Emmaüs généralement. Tu peux toujours trouver des trucs. Enfin, celui de Chambéry, je le trouve quand même. Ceux de Chambéry sont quand même exceptionnels, je trouve. Comparé à ce que j'ai pu voir par chez moi. Donc voilà. Oui, donc, les sujets de ce soir. Les sujets de ce soir. Bon, déjà fait un petit brief, mais je couperai ça au montage parce que je vais te le répéter pour toi, pour mon viewer. Euh, tac. Ah, il y a aussi quelqu'un d'autre. Orthodouk. Écoute, bonsoir à toi, Orthodouk. Je sais pas si je prononce bien, hein. Donc, du coup, je disais, le programme de ce soir, il y a des chercheurs qui ont bossé sur qui était derrière Quanon et avec genre de l'intelligence artificielle et patati patata. Petit article aussi vite fait sur les réseaux sociaux que Trump va lancer. A lancé, pardon, depuis hier. D'ailleurs, je suis pas allé voir, mais ça serait intéressant d'aller voir. Les accidents de chasse, je sais pas si tu avais entendu parler, Paul, mais dernièrement, il y a une jeune randonneuse qui s'est fait tuer par une chasseuse. Ouais, la donc belle et bien fait. Ouais, ouais, il l'a donc bel et bien fait. Ouais, ouais. Bah, en même temps, vu la tenue qu'il a, je pense qu'il a ouais, 17 piges avec un fusil. Ouais, enfin, c'est toujours. Tous les ans, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours des drames qui arrivent. Et du coup, bah là, je sais pas si t'avais vu, mais une des réponses, je sais plus c'était quel personnage politique qui proposait ça. Genre une application pour que les randonneurs et randonneuses puissent éviter les zones de chasse au lieu d'adapter la. Donc, ils préfèrent faire ça. Donc le solutionnisme technique plutôt que... ouais, voilà. Donc là, plutôt que faire des législations, quoi. Et enfin, Ouzbek Erika, là, genre juste un petit édito sur le fait que Facebook, pour vendre son métaverse, finalement, comment dire, joue un peu dans la nostalgie, machin, tout ça. Ouais. Alors, loin un peu naze pour ceux qui habitent entourés de forêt. Impossible de ne pas passer à côté des chasseurs. Oui, bah oui, oui, en Bretagne, là où je suis, il y a un bois qui est juste derrière. Tous les week-ends, on entend pam pam piou piou, quoi. Donc, ouais. Donc, oui. Je te sens très chaud là-dessus. Tu veux qu'on commence par ça ou pas? Je te sens remonter comme une pendule. Allez, on va commencer par ça. Je te sens chaud là. Donc, c'est de Aurore Gate. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bon, bref, Aurore Gate. Accident de chasse, les apps de géolocalisation ne protègent pas les promeneurs. La tech ne peut pas tout résoudre. Bon, bah voilà, ça c'est annoncé. Du coup, c'était Numirama et ça date de quand? Ça date de quand? Ah merde. Oula, ça pop. Ah, finesse. Ah oui, voilà. 21 février, donc ça date d'hier. Ah oui, petit aparté, le site de Numérama, depuis qu'ils l'ont refait, ils l'ont refondé, moi je le trouve nul. Genre au niveau navigation, je trouve ça nul. Mais bon, bref. Donc, une chasseuse a tué par accident une promeneuse le 20 février 2020. Ah bah voilà, le 20 c'était dimanche du coup. L'accident rouvre le débat sur l'interdiction de la chasse.
la possibilité de géolocaliser les chasseurs et les zones de battus avec des apps a été remise sur la table par la secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Mais ces applications existent déjà et ne font pas leurs preuves. Bon, et ben voilà, ça c'est dit. On peut s'arrêter là, je pense, non? Non, on va voir ce qu'elle dit plus loin. Une appli de géolocalisation, c'est ce que Bérangère Abba, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, a proposé. Je savais même pas que ça existait ce poste. Peu après un accident de chasse mortel survenu le 20 février dans le Cantal, Bérangère Abba a rappelé à l'AFP qu'elle avait annoncé la création d'une appli de géolocalisation dans laquelle on pourrait savoir autour de soi où ont lieu les battus. On sait pourtant peu de choses sur cette app. Ses contours et ses conditions d'utilisation n'étant pas clairs, le ministère de l'écologie n'avait pas encore répondu à nos questions au moment de la publication de cet article. De nombreuses questions persistent donc quant à l'utilisation que pourraient en faire les chasseurs comme les promeneurs, notamment sur sa pertinence, car des apps de ce genre qui proposent de géolocaliser les zones de chasse ont déjà été lancées, et le succès n'a pas été au rendez-vous ou, visiblement, n'est pas suffisant pour empêcher les drames. Nanana. Mais le pire, c'est que le souci, c'est que la fille qui a tiré a 17 ans, normalement, sauf Carrare, elle n'a pas le droit d'avoir un fusil, donc je comprends pas leur solution. Et les vieux ont pas d'appli sur leur tel. Ouais, voilà. Justement, ouais, alors je connais pas exactement. Oui, j'imagine que c'est pas avant 18 ans le permis de chasse, un truc comme ça. Et les vieux n'ont pas d'appli sur leur tel. Oui, bah déjà. Oui, déjà, ça fait. Déjà, fracture numérique. Ils sont pas forcément tous ils sont pas forcément tous. Sauf Carrare, apparemment, ouais. Ils ont pas forcément tous leur ordi. Puis même, tu sais, genre, quand tu vas te balader, enfin, tu sais, genre, ça voudrait dire qu'il y a des délimitations claires dans l'espace, mais genre, ça sur l'appli, c'est clair, mais sur le vrai terrain, genre, comment enfin, qu'est-ce qui assure que le chasseur ou la chasseuse va pas aller au-delà de sa zone de la zone délimitée, ou comment, genre, je sais pas, moi, tu sais, tu peux te retrouver, si tout d'un coup, genre, ça, parce que ça bouge, j'imagine, les gens. Où ils sont, tu vois, genre c'est pas clair quoi sur le terrain, enfin c'est enfin ouais, c'est vrai. Puis même tu sais genre est-ce que c'est une appli qui suit les chasseurs et chasseuses ou alors est-ce que c'est genre cette zone-là, t'as pas le droit d'y aller. Mais du coup, du coup, t'as pas le droit d'y aller, mais pourquoi est-ce que les chasseurs et les chasseuses ils seraient privilégiés aux randonneurs et randonneuses quoi? C'est clair, normalement, c'est fusil cassé en direction de l'extérieur de la forêt. C'est déjà souvent pas le cas. Mais ouais, anecdote, bon, y a pas eu de problème, mais genre vraiment, une fois, là, c'était quand j'ai chez mes parents, genre vraiment, on a notre jardin, puis il y a le champ qui est genre, qui est juste de l'autre côté, quoi. Je te jure, il y a un gars, il a tiré, j'ai jamais... Une détonation, c'est fort, quoi. Je pense que tu dois connaître, c'est fou, oui, 2022, fermer des forêts de libre mouvement, c'est ouf. Mais oui, et genre vraiment, le gars, il a tiré. On l'a pas vu tirer, mais le bruit était tellement fort, tu vois, et tu sais, tout le monde était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'étais dans ma chambre, j'ai tourné la tête, et t'avais le gars qui était dans le champ, mais genre, il était à même pas 100 mètres de ma baraque, quoi. Donc vraiment, puis les trucs les accidents de chasse, quoi, ça arrive tout le temps, et c'est toujours tellement con, enfin, bon, bref. Bref, pourquoi ça marche pas, les applications mobiles? Des applications mises en place, mais de sérieuses limites. Ah, et ben, elle va nous aider, nous éclairer. Au lieu de dire app, ça me perturbe, je vais dire application. La première application du genre a été déployée pour la première fois en 2019 en Isère, lors de phases de test. Elle est déclinée en deux versions. Pour les chasseurs, Protect Hunt, toujours en phase de test, et Launcher, pour les promeneurs et autres utilisateurs classiques. Si aucun accident n'a été à déplorer dans le département depuis, l'application rencontre tout de même de sérieuses limitations. Pas de cadavre, mais il y a des problèmes. Elle permet de prévenir en temps réel des zones de chasse collectives en cours équipées d'un kit Protect and C10. Elle permet de prévenir en temps réel des zones collectives en cours, des zones de chasse collectives en cours. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément au même endroit. Ouh là là, Paul, tu parles trop. Attends. Alors attends, oui pareil devant ma fenêtre chez mes. Putain, je suis désolé, mais avec mon truc là, c'est pas pratique. Pareil chez mes parents et un de nos chats morts par leur faute. Ah putain. Non mais ça c'est un scandale quoi, parce que t'imagines, enfin, vous êtes dans votre truc privé quoi, normalement il n'y a pas de balle qui est censée arriver là quoi. D'où mon intérêt pour les chasseurs, leur pratique pas ouf, même si évidemment euh, il en faut pour régulariser certaines espèces d'animaux, aka sanglier désolé. Non non, t'excuses pas, c'est moi qui gère mal mes souris, mes trucs. Non non mais oui oui, je suis d'accord. Puis après réguler les sangliers, enfin vraiment la seule solution c'est de leur tirer dessus avec des fusils. Enfin je suis pas pro, mais est-ce qu'il y aurait pas des solutions plus
Parce qu'ils doivent pas en tuer. Enfin, c'est sûr, pour réguler une population, s'ils sont vraiment trop, faut en tuer plein, tu vois. Est-ce que par battu, ils en tuent, je sais pas, 15, 20, tu vois. Enfin, je sais pas. Pour le coup, ça serait intéressant d'avoir un. Hmm. Bah, en vrai, les sangliers pullulent et détruisent tout. Ouais, c'est vrai que chez moi, j'ai pas par chez moi, j'ai pas ce problème-là, tu vois. Il y a quelques sangliers, je crois, dans la forêt, mais il y a pas, les champs, ils sont pas défoncés à cause de ça, quoi. Parce que pour me promener là, et même dans les jardins, il y a pas il y a pas eu de ce problème-là. Donc bon. Après, soyons imaginatifs, hein, il y a d'autres manières que d'utiliser du fusil, j'imagine, hein. Donc bon, bref, quelles sont les limites de l'application? Comment l'explique permet de prévenir en temps réel des zones de chasse collective en cours. Donc, euh, appelé Obélix. Ah ouais, ouais, exactement. Ah bah, remarque que lui, tu mets buff par erreur, je pense que t'as tête à d'école aussi, hein. Je pense que. Donc, c'est les zones de chasse collective en cours. Donc, ça veut dire que en fonction des journées, ça va bouger, quoi. Et du coup, c'est pas une zone bien délimitée dans l'espace qui va pas bouger, où tu es sûr que si tu vas pas, tu es sûr que les chasseurs seront là, c'est que ça bouge du coup. Bah, évidemment, genre, faut bien suivre le gibier, et puis tu vas pas tout le temps au même endroit, quoi. Comme l'explique l'application. Ce qui veut dire que tous les chasseurs ne possédant pas cet objet ne sont pas détectés. Ah ouais, donc t'as la limitation, et en plus de ça, tu peux voir les gens qui se baladent. Et selon les avis des utilisateurs, il est déjà arrivé plusieurs fois que des promeneurs se retrouvent en plein milieu d'une chasse non signalée sur l'application. Elle ne serait pas de plus, pas de, elle ne serait pas de plus, quoi? Oula, il y a une grosse coquille là. De plus mise, elle ne serait pas en plus mise à jour depuis octobre 2021. Bon bah voilà, déjà ça peut, tu vois, déjà ça passe au travers quoi. Voilà, t'as l'application, mais t'as quand même des gens qui se retrouvent en plein milieu quoi. En plus de Launcher, deux autres projets ont été développés. Dans le département de la Côte d'Or et de la Haute-Marne, Chasse Info est disponible depuis septembre 2021 et permet de connaître les dates et lieux de chasse en battu dans le département. Les utilisateurs peuvent soit indiquer leur position, soit rentrer le nom de la commune dans l'application et une carte des environs représentant les zones chassées ou non apparaîtra, précise le site du chasseur français. Enfin, Chasseco, une application proposée par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, est disponible depuis 2016. 2016 ça, attends, 2016, 4, ça fait déjà 6 ans, hein. Donc du coup, et tu dois avoir, là pour le coup, il doit y avoir un peu plus de retour dans le temps, quoi. Et elle fonctionne sur le même principe que Chasse Info. Les utilisateurs peuvent indiquer la date et la commune qui les intéresse, ou se géolocaliser par GPS, afin d'obtenir la carte IGN de l'endroit avec une indication des territoires non chassés. C'est quoi une carte IGN? Tu sais toi ou pas, Paul? Une carte IGN. C'est quoi ça? L'IGN rend toutes ces données publiques. L'Institut général de la datation, je sais pas. IGN, c'est quoi? Ça me parle, mais je me rappelle plus. Ouais, bah je connais. L'Institut national de l'information géographique. Ok, d'accord, c'est bon. C'est pour ça qu'il parle de ça, les données publiques sont libres. Ok, la carte IGN de l'endroit avec une indication des territoires non chassés. Si elles ont le mérite d'exister, ces applications, parce que après tout, c'est essayer de résoudre un problème, donc on peut que saluer ça, mais ça ne suffit pas. Ces applications rencontrent cependant de très nombreux problèmes. En dehors de Project Hunt, aucune d'entre elles ne fonctionne véritablement avec de la géolocalisation des chasseurs et ne font qu'afficher les zones chassées. Eh, c'est dur à dire ça. Et ne font qu'afficher les zones chassées. Putain. J'ai l'impression de faire le truc, c'est les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Chasse Info ne signale même pas toutes les zones de chasse, mais seulement celles où des battues ont lieu, ce qui est loin de représenter tous les endroits où des chasseurs se trouvent. Oui, donc voilà, c'est toutes les limites. Genre, tu donnes un outil, mais genre, il y a je veux dire, quand tu vois la réalité du terrain, c'est que ça rentre jamais complètement dans les clous. En tout cas, elles ont été mal pensées, ces applications. Ce qui fait que tu peux trop vite te retrouver en plein milieu d'une zone de chasse. Et du coup, est-ce que ça va réduire les accidents? Bah peut-être pas. En tout cas, ça va pas les empêcher. Peut-être les réduire, mais ça va pas les empêcher, quoi. Euh, et ça, c'est problématique. Parce que du coup, on va encore se retrouver avec des morts. Mais de toute façon, pour mourir de la chasse, il n'y a même pas besoin d'aller se promener, hein. C'était quand? C'était l'année dernière, je crois. Il y avait un mec là qui juste il coupait du bois dans son jardin et il s'est pris une balle, quoi. Donc bon,
Il n'y avait pas besoin d'aller se promener, hein. Donc voilà. Les applications n'empêchent pas les accidents. Ah, bon, déjà les limites, et en plus de ça, ça n'empêche pas les accidents. Surtout, ces applications ne protègent pas des accidents. Le rapport gouvernemental sur les accidents de chasse, publié en novembre 2021, rappelle que le non-respect des règles de sécurité est la première cause d'accident de chasse. Euh, le non-respect des règles de la sécurité, et ben voilà. Donc c'est la faute des chasseurs, c'est pas la faute de ceux qui. Oui, parce qu'en plus, quand tu dis aux promeneurs et aux différents promeneurs et promeneuses là, d'avoir l'application, genre si, tu vois, de mettre ça en place, c'est un peu comme si voilà, les chasseurs et les zones de chasse sont indiquées donc aux randonneurs et randonneuses de l'esquiver. Et du coup, s'ils se retrouvent en plein milieu, c'est un peu, tu sais, genre, tu peux un peu leur remettre la faute sur eux, tu vois. Alors que, enfin, tu vois, genre, c'est au niveau de la responsabilité, ça change un. La responsabilité, c'est celui qui tire, quoi. C'est pas forcément. Genre, si tu vas juste te promener, normalement, t'as pas à penser que t'es en plein milieu d'une zone de chasse, quoi. Enfin, moi, je trouve ça normal que t'aies pas à réfléchir à ça, quoi. Ça veut te faire gaffe. Donc le reste, en plus, du coup, le rapport gouvernement rappelle que le non-respect des règles de sécurité est la première cause d'accident de chasse. Donc la première cause, c'est les chasseurs et chasseuses qui ne respectent pas la sécurité. Et même dans les territoires où des applications ont été mises en place, ces accidents ont été recensés. En Haute-Savoie, un promeneur a été blessé en octobre 2021, et en Côte-d'Or, c'est un chasseur en état d'ébriété qui a failli en blesser un autre en février 2022. Ben voilà, genre typiquement, ça c'est un cas qui n'est pas du tout a été pensé par les développeurs de l'application du coup. Est-ce que genre t'imagines, tu mets sur l'application en tant que chasseur là, si t'es genre coché la case en état d'ébriété ou pas, tu vois. Excellent. Enfin non, c'est pas très drôle, il y a quand même des morts et des blessés à la fin. En février 2022. En plus c'est tout récent du coup. Pour que la potentielle application de géolocalisation évoquée par le gouvernement soit efficace, il faudrait que tous les chasseurs impliqués l'utilisent en temps réel. Outre le fait qu'il faudrait que la CNIL donne son feu vert, se pose aussi la question de son adoption par les chasseurs, sans quoi l'application ne fonctionnerait pas. Or, toute une partie des chasseurs est clairement hostile à l'utilisation d'une telle application. Le site Chasse Passion explique ainsi que l'idée de la géolocalisation pose la question d'une certaine liberté d'action et suggère que les chasseurs doivent pointer lorsqu'ils arrivent sur leur territoire. Pointer genre en mode l'usine quoi. Euh, et pas pointer comme ça là. Ou pointer avec en faisant de la mince. Tu reconnais le geste là. La pétanque. Voilà, j'avais plus le mot lorsqu'ils arrivent sur leur territoire, et s'inquiètent de plus des militants anti-chasse qui viennent sur le terrain dans le but de troubler le bon déroulement des chasses, ce qui ne présage rien de bon pour l'application, mais aussi pour la sécurité des promeneurs. Waouh. Et ben voilà, ce qui ne présage rien de bon. Faut en avoir quand même de certaines boulasses pour aller sur un terrain de chasse pour perturber. Parce que j'imagine que les militants anti-chasse, eux, ils ont pas de fusil, hein. J'imagine qu'eux, ils ont pas de fusil. Donc voilà, on est typiquement dans le cas d'un solutionnisme technologique où, parce que tu implémentes une solution technique, là, du coup, une application, ça va régler tous les problèmes. La preuve que non, déjà, elles sont hyper limitées. Et puis de deux, il y a quand même des accidents qui ont lieu alors qu'elles existent. Il reporte le problème sur une autre chose. Ouais, voilà, exactement. Et en plus de ça, t'inverses un peu en quelque sorte, un peu la responsabilité quand même. Faut voir le problème à source. Bah oui, genre t'inverses un peu la responsabilité parce que du coup, comme je disais, le randonneur ou la randonneuse qui se retrouve d'une battue alors qu'elle avait l'application, tu vois, genre ça va être de sa faute presque si elle crève, tu vois, ou en tout cas elle endosse une partie de la responsabilité. C'est pas bon. Alors comment gérer les chasseurs, hein. Ouais, mais je sais pas si c'est moi. Mais je pense que c'est parce que je m'informe depuis. Mais je pense que c'est mon ressenti, mais je m'informe régulièrement, vraiment, depuis 2 ans là. Ouais, 2 ans à peu près, enfin 1 an et demi, 2 ans, où je lis les médias et tout, enfin je suis les médias, etc. Et c'est vrai que du coup, maintenant tous les ans, j'entends parler de problèmes de chasse, alors qu'avant, j'en entendais pas. Alors je sais pas, est-ce que ça devient plus, est-ce que la situation est plus tendue ou est-ce que c'est toujours pareil? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est juste moi qui comme m'informais pas avant, je pouvais pas savoir quoi. Donc voilà. Mais oui, mais du coup, genre, t'as tout l'humain derrière. Genre, c'est pas juste une solution technique, parce que comme ils disent et comme a dit Aurore Gate, voilà, Aurore, comme a dit Aurore, genre, faut les convaincre, les chasseurs et chasseuses. Perso, en Sarthe, il y a toujours eu des soucis de chasse. La Sarthe, je suis désolé, je suis super nul en. Je suis méga nul en géographie. Ça, j'avoue tout.
Je connais le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais là, non, c'est ah non, pas mes mails, pas mes mails, pas mes mails. Google Maps. 72. Ouais, c'est juste pour voir, c'est dans l'est, c'est dans l'ouest, c'est où? Les 24 heures du Mans. Ah, ok, c'est du côté du Mans. Les rillettes, le pinard. Toi, tu vas voter Bruxelles, non? En ce moment, il a fond sur tout ce qui est la bonne viande, le bon pinard, la bonne bouffe à la française. Et si tu aimes la bonne bouffe à la française, je te conseille les bouchons lyonnais, où c'est excellent. Ok, d'accord, c'est là. Ah, bah écoute, moi je suis par là, là, du côté de Saint-Brieuc. Je suis pas si loin. Ah ouais, c'est assez proche. Ok, c'est bon, je situe. Tu vois la rapidité d'exécution de mon ordi tout de même, genre avec Google Maps là. Je sais pas si ça fait qu'à moi, qu'à moi ce genre de truc, mais c'est plutôt très lent. Bon bah voilà pour accident de chasse. Solution, et ouais. Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, j'y suis souvent passé. Ah ouais, t'es souvent passé à Saint-Brieuc? Qu'est-ce que tu faisais par là-bas? Pas admirer l'architecture, j'imagine, parce que c'est vraiment super laid, hein. Désolé les briochins et les briochines. Pour aller à Dinan, Saint-Malo, etc. Ah bah oui, normal, bah oui, Saint-Malo, qu'est-ce que c'est beau, et Dinan, pareil, qu'est-ce que c'est beau. Saint-Brieuc, c'est vrai que t'es de passage, quoi. Non, je connais pas la ville en même. Bah, je te conseille pas, c'est très moche. Et en plus, le centre-ville, bah ça c'est un peu comme toutes les villes de moyenne envergure en France, hein. Le centre-ville est en train de crever, enfin bon, bref. Donc voilà, bah écoute, moi je te conseille maintenant, bah moi j'ai bien envie de faire Quanon là. Je sais pas si tu es au fait de ce truc-là, là. Quanon, si tu vois ce que c'est ou pas. Hmm. Ah ouais, et du coup, je disais en début de live, avant que tu ne sois là, attends, je vais voir s'il y a encore d'autres personnes qui sont arrivées dans le chat. Paul, Adep W, Orthoduc. Ok. Eh bien, nous sommes toujours au complet. Je disais, en gros, bon, en gros, j'avais grave la flemme de faire. Au début, ce soir là, j'avais grave la flemme de faire un live, alors que j'avais chiné dans la journée deux trois trucs, et au final, j'étais waouh, dans la flemme. Et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais bien tester un truc. C'est genre sur YouTube, là, la vidéo, enfin mon replay qui a le plus de vues, c'est celle où j'avais parlé de Wish déréférencé de bot. Ah, yes! Ah bah voilà, bah on peut parler sur eux du coup. Je suis allé voir vite fait comment Adept W et son compte il a 1900 followers, je sais pas quoi. Et j'ai pas compris, mais genre son compte il héberge euh, un autre truc. Et en plus il a l'air anglais. Et donc je pense qu'ils ont dû réagir. Je pense que ça a dû réagir à Quanon. Oui, oui, des bots. Pap, 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 pap. Je suis vraiment sursuivi par les bots, quoi. C'est incroyable. Enfin bon. Toi, moi, les bots. Euh, Ouais, donc je disais quoi? Ah ouais, et du coup, le replay qui a le plus marché sur YouTube, genre, normalement, genre, sur YouTube, c'est à quoi? Je suis entre 20 et 30 max, entre 20 et 30 visionnages, alors que sur celle où j'avais fait sur Wish et la menace de déréférencement, c'était monté à 62, je crois. Et du coup, là, j'étais en train de me dire, bon, on va prendre des trucs chauds d'actualité, là, des trucs qui vont faire peut-être un peu buzzer, parce que bon, c'est vrai que Quanon, c'est très médiatisé, ce genre de truc, et puis le truc sur la chasse aussi, c'est super récent, donc on va voir, on va voir. Ouais, peut-être qu'il y a peu d'infos dessus sur YouTube. Oui, du coup, bon, on va en parler. Et en plus, j'ai trouvé ça intéressant. Et comme je disais, le truc de Quanon, là, originellement, c'est le journal The New York Times qui a sorti. Ouais, du coup, la vidéo intéresse. Bon, il y a plus de chance. Bon, après, mon référencement, il doit pas être ouf non plus, hein. Donc, je disais quoi? Ah oui, et c'est le New York Times qui a sorti en premier l'affaire, enfin, l'histoire qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé, qui auraient trouvé qui se cache derrière Quanon. Et du coup, c'est en anglais, c'est super long. Je sais pas si tu es assez à l'aise en anglais, mais bon, après, c'est payant. Moi, j'avais accès avec la fac. Mais ouais, bon, c'était assez velu comme article. Je l'ai lu, qui est très intéressant, très long, mais assez long. Bah, je te conseille si tu arrives à trouver, parce que dans la presse anglo-saxonne, il doit y avoir des trucs un peu plus fouillis, un peu plus fouillés, pardon. Fouillis, c'est quand c'est le bordel. Fouillé, c'est quand c'est un peu plus.
précis. Putain, j'ai l'impression d'être crevé là, je commence déjà à plus savoir parler. Bon, bref, voilà. Bah, tu peux essayer d'aller voir sur New York Times si tu peux l'avoir gratos. Ah, à moins que je peux l'avoir en PDF. Bon, on verra ça plus tard. Bon, bref, du coup, j'ai été voir le truc en anglais et du coup, j'ai cherché des trucs assez intéressants. Et celui-là, l'article, il était bien parce que du coup, il explique et en même temps, comment il temporise. Enfin, je sais pas comment il temporise, mais genre, il vient donner. Ah, les mots m'échappent. Bon, tu verras bien. Enfin, t'as compris l'idée. Genre, c'est oui, mais un peu non et il y a des limites. Voilà. Donc, et c'est sur RTS Info, ma RTS. Donc, ça, c'est un truc suisse, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Il se mouille pas. Non, non, c'est pas qu'il se mouille pas, c'est genre, ok, les chercheurs, chercheuses, ils ont trouvé ça, mais il faut relativiser. Ah voilà, il faut relativiser. Euh, il faut relativiser est-ce que la véracité du truc. Enfin, genre, c'est sérieux, tu vois, mais bon, bref. Bon, plus je parle, plus je dis de la merde, on y va. Euh, les auteurs des messages du fameux forum QAnon, à l'origine du mouvement conspirationniste venu des États-Unis, ont été identifiés, selon une information du New York Times. Ils ont été trahis par l'analyse de leur écriture par deux équipes de chercheurs, dont une romande. Romande, bah du coup c'est la Suisse romande. C'est celle qui parle français, je crois, non? Le New York Times identifie deux auteurs loin des attentes des adeptes du mouvement. Il ne s'agit pas d'un haut responsable public américain, alors que la lettre Q, désignant un niveau d'habilitation dans l'administration, le laissait sous-entendre. Tiens, tiens, tiens. Derrière le personnage de Q se cacherait Paul Ferber, un citoyen sud-africain qui développe des sites web, et Ron Watkins, administrateur de forums américains d'extrême droite. Ce dernier est candidat républicain au Congrès des États-Unis dans l'État de l'Arizona. Le premier message a été publié en octobre 2017 par Paul Ferber, Paul Ferber sur un site qui ne lui garantissait pas d'être le seul à utiliser sa signature. Tout le monde pouvait publier un message en prétendant être le fameux Q. Résultat, Paul Ferber a perdu progressivement le combat pour le contrôle de ce pseudonyme au profit de Ron Watkins. Lui s'assure le contrôle de l'alias en le faisant migrer sur son propre site web. Il devient ainsi la seule personne à publier au nom de ce personnage. Ouais, donc ce qu'il disait dans le. Il disait ça aussi dans The New York Times, du coup. C'est que il y aurait eu du coup deux personnes à être derrière le fameux Q original, le originel qui aurait lancé un peu tout le pataquès. Et mais par contre, ils répondent pas à la question. C'est vrai qu'ils répondent pas à la question. C'est comment Paul Ferber et Ron Watkins sont rentrés en contact. Tu vois, genre comment ça s'est passé. Genre, est-ce qu'ils se sont fight ou bien est-ce que genre ils sont rentrés en contact l'un avec l'autre ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en tout cas, apparemment, ça s'est déplacé. Et ça a été pas genre brusquement, c'est genre. Il y a un moment, ils ont été deux à gérer le truc. Et plus ça allait, plus c'était Ron Watkins. Et donc, du coup, comment est-ce qu'ils ont déterminé ça? Plusieurs enquêtes journalistiques avaient déjà réduit le cercle des suspects. Ouais, et ça, je crois que c'était la BBC qui s'était occupée de ça. Mais le New York Times s'est appuyé sur un nouvel outil, la stylométrie, ou l'analyse des styles d'écriture. Et en gros, la stylométrie, c'est pas le. Parce que du coup, on est sur le numérique, du coup, c'est pas la manière dont t'écris, tu vois, genre tes pattes de mouche ou tes belles lettres, si t'écris bien, tu vois. C'est ta manière d'écrire en général, genre ils font des sortes d'unités sémantiques ou je sais pas quoi, et en gros, et on aurait tous la nôtre. Et du coup, ça serait retrouvable sur sur notre manière de communiquer, mais que ce soit sur les médias sociaux ou je sais pas quoi, hein. Du coup, un peu partout, il y aurait pas, ça se détacherait du support écrit, quoi. Écrit avec un stylo. C'est la première fois qu'un élément aussi tangible vient consolider les soupçons sur certaines personnes. Deux équipes d'experts, dont l'entreprise romande Off Analytics, sont parvenues à identifier les auteurs des publications de Quanon en les comparant avec des textes écrits par des personnes suspectées. Si vous fournissez des textes de suspects, on peut voir s'ils écrivent avec un style qui est similaire à celui de Quanon. Notre travail, c'est de faire de la mesure de style, mais nous ne sommes pas des enquêteurs. Donc, il faut nous fournir des textes. On a trouvé des personnes capables de nous fournir cela, et ensuite seulement on peut se lancer, a expliqué Claude-Alain Roten, patron d'Orf Analytics, mardi dans l'émission Tout le monde de la RTS. Et ça, je trouve déjà très intéressant, parce que c'est déjà ça. Parce que c'est vrai que quand on dit comme ça, genre grâce à l'intelligence artificielle, machin, ils ont réussi à retrouver.
ils ont réussi à retrouver c'était qui, mais genre tu te demandes, mais genre ils ont fait quoi? Ils ont scanné absolument tous les médias, tous les comptes Twitter aux États-Unis ou je sais pas quoi, enfin c'est genre le truc impossible. Et du coup, il y avait déjà, si tu veux, les noms ils sortent pas de nulle part, genre ouais, Ferber et Watskin ou Watskin, ouais bon Watskin, ils étaient déjà en gros dans une sorte de zone de suspect qui avait été fait par des enquêtes journalistiques au préalable. Et du coup, ils ont repris les différentes personnes potentielles et justement, ils ont passé je crois que c'est notamment leur compte Twitter au crible et les différents écrits qu'ils ont pu faire, quoi. Donc voilà. Si vous fournissez. Oui, donc c'est ce que je disais. Ces textes de référence ont été produits par les différents suspects. Il s'agit de publications de blogs ou sur les réseaux sociaux. Certaines ont été effacées, mais ont pu être retrouvées, précise Claude Alain Roten. Plus c'est long, mieux c'est. La fiabilité de la stylométrie dépend notamment des extraits comparés. Il faut en effet que les textes soient de genre semblable, le style d'un auteur n'étant pas le même dans une lettre de motivation ou dans une poésie. Effectivement, il y a, en fonction du contexte, ça, genre, t'écris pas pareil dans ta lettre de motivation que en post Facebook ou sous un truc Instagram, tu vois. Donc, ah bah ouais. Mm. Pour Jacques Savoie, professeur à l'université de Neuchâtel en linguistique computationnelle, l'étude de la langue sous l'angle informatique, c'est la longueur du texte qui est déterminante. On peut identifier l'auteur d'un texte dans des bonnes conditions. Il faut que tous les textes fassent 10 000 mots et avoir une base d'entraînement qui contient 20 000 à 30 000 mots par auteur. Dans de tels cas, on arrive à des taux de reconnaissance de 95%, souligne-t-il. Donc déjà, c'est pas 100%. Et en plus de ça, c'est quand même des trucs assez conséquents, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, ils vont remettre du coup c'est la dernière partie, donc je vais les laisser parler. Il parle mieux que moi. C'est un des problèmes dans le cas de Quanon. Les publications sont relativement courtes et doivent être agrégées afin de créer artificiellement un long texte. Donc ouais, déjà c'est, tu vois, ça met déjà un peu de l'eau dans le vin, quoi. Genre, des résultats fiables. Comme on fait des analyses de comparaison, on ne sera jamais sûr. Par contre, on peut obtenir des signaux pour dire que c'est fortement probable. Dans le cas d'espèces, là j'avais pas compris au début, mais du coup, dans le cas qui nous intéresse, on arrive à une fiabilité de 93%, détaille Claude-Alain Roten. Pour le professeur Savoie, ce chiffre est plausible. Il émet toutefois quelques réserves sur les données utilisées pour l'analyse. Le problème qui se pose dans cette étude, c'est de savoir si tous les suspects potentiels ont été pris en compte. Dans ce cas, je ne pense pas que c'est le cas. Ils se sont basés sur une étude qui a débuté sur la chaîne de télévision NBC, voilà, c'est pas la BBC mais la NBC, qui suspectait 3 personnes auxquelles ils ont ajouté 4 autres. C'est un des points faibles de l'étude, estime le professeur Savoie. A contrario, l'un des points forts est la concordance de l'étude romande avec celle d'une équipe française qui déclare que son logiciel a correctement identifié l'écriture de Ron Watkins dans 99% des tests et celle de Paul Ferber dans 98%, se démarquant de tous les autres suspects par leur similitude avec Q. Les deux groupes ont travaillé chacun de manière indépendante. Interrogés par le New York Times, les deux auteurs présumés nient avoir écrit sous le nom de Q. Fila Sautier, adaptation des nains. Et donc voilà, du coup, là on vient un peu remettre, là il remet un peu de l'eau dans le vin, comme je le disais tout à l'heure, un peu de relativité à tout ça. C'est que finalement, ils ont fait tourner leur machine qui, dans des conditions optimales, peuvent identifier à 95% l'auteur ou l'autrice du texte. Mais là, comme là, ils ont dû faire déjà un agrégat de billets de blog et de publications sur les réseaux sociaux, etc. Donc déjà, bon, est-ce que ça a la même pertinence qu'un vrai texte que quelqu'un aurait écrit de bout en bout avec sa propre structure, etc. Donc déjà, ça vient mettre un peu de machin. Enfin voilà, ça va relativiser un peu tout ça. Et en plus de ça, comme il dit, nombre de suspects. Genre, est-ce que, il dit que finalement ils ont fait sur 7 personnes. Mais est-ce qu'il y aurait pas des résultats encore plus probants, je sais pas moi, pour une énième personne qui rajoute machin. Enfin, donc voilà, ça vient apporter quelques points de faiblesse, comme il dit l'autre là. Mais
le gros argument pour la fiabilité de ce test-là, c'est le fait que deux équipes distinctes, n'ayant pas, d'après ce qu'ils nous disent, n'ayant pas de contact ou quoi, finalement soient tombées sur exactement les mêmes résultats. Donc, ça serait, je pense qu'il faudrait peut-être un troisième ou un quatrième test par encore une autre équipe avec le même type d'outils pour être absolument sûr. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est pas juste. Ce que je trouve bien, c'est que finalement, genre, c'est pas utilisé. Là, du coup, on n'est pas forcément dans du solutionnisme technique. Genre, c'est pas parce que tu vas apporter de l'IA que tu vas avoir la réponse super claire et précise, tu vois. Euh, Ça va apporter une sorte de pierre à l'édifice. Ça va être une sorte d'autres éléments à apporter à d'autres travaux d'enquête pour savoir qui est derrière Quanon. Parce que du coup, c'était déjà des personnes, là, les deux noms qui sortent, ils sortent pas de nulle part. Ils ont déjà été trouvés par des recherches, comment on appelle ça, par des enquêtes journalistiques qui ont été faites par la NBC, par exemple. Donc, je trouve que c'est un truc, ça peut être intéressant, du coup, cette sorte d'agentivité humain-machine. Genre, la machine va pas te donner la solution, pas direct tout de suite dans le bec, mais ça va pouvoir t'aider, ça va pouvoir nous aider à apporter des éléments, certains éléments, quoi. Donc, à affiner, en gros. Pas la réponse forcément exacte, mais à affiner. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et du coup, attends, on n'a même pas leur visage. Parce que finalement, ils balancent leur nom, mais il faut quand même aller voir leur visage. Où est-ce qu'ils ont mis? Voilà, Paul Ferber. Tac. Paul Farmer. Je pense que lui, il a dû clôturer ses réseaux sociaux. Hein. Ou pas. Parce que là, c'est vrai que. Ok, bah donc du coup, c'est lui. Ouch. Il a pris un coup de vieux, le pauvre. Le bougre. Paul Farber. Et c'est lui le. Est-ce que c'est lui le truc américain. Le. Afrique du Sud? Bon, bref, Paul Farber et. Ron Watkins, pardon, pas Watkins. Watkins. Hop. Tac. Hein? C'est moi ou il sort exactement les mêmes images que pour Paul Farber? Bon, bref. Bon, c'était juste histoire de. Ouais. Moins intéressé par cet article, mais c'est là où ton stream est cool, c'est que j'aurais jamais vu ça de moi-même. Ah, merci. Finalement, je suis une sorte, comment on peut dire ça, d'influenceur, de je filtre. Bah, ça me fait plaisir, ton commentaire me fait plaisir. Parce que finalement, ça trouve une certaine utilité. Ouais. Ah oui, comment. Zut, pour Quanon, c'était sur Arte, je sais pas si t'avais vu, un super documentaire sur Quanon, sur un peu la mouvance Quanon, que j'avais trouvé ça super chouette, mais je crois que. Faudrait, est-ce qu'il est retrouvable? Bon, on va pas faire ça maintenant parce qu'elle est tellement fastidieux, mais Arte avait fait ça. Et du coup, on va rester dans le thème, après tout. Voilà, Truth Social. Voilà, là c'est du court, hein, c'est souvent les numériques, c'est des articles, c'est vraiment juste tu sais qu'il s'est passé ça. Et voilà. Bon, après, je vais pas avoir énormément de commentaires à faire là-dessus, mais c'était juste histoire d'eux. Hein. Histoire d'eux, parce que je trouve que ça va être intéressant d'aller voir ce truc-là. Est-ce que je vais le télécharger? Je sais pas. Bon, alors, Truth Social, le réseau social de Donald Trump, entame sa mise en ligne ce lundi par Benjamin Polge. Truth Social, le réseau social de Donald Trump, débute son déploiement ce lundi 21 février. Une mise en ligne progressive jusqu'en mars pour un réseau très basique au service de la liberté d'expression, selon ses fondateurs. Non mais déjà ça tu vois, genre vraiment truth social, genre la liberté d'expression, enfin genre euh, comment dire, oui déjà truth, la vérité. Je veux dire, s'il y a bien une personne, ou en tout cas s'il y avait bien un gouvernement qui avait une sphère qui avait un problème assez conflictuel avec la vérité, enfin c'était bien Donald Trump quoi, on est d'accord. Et genre je me dis le culot, genre vraiment
le culot de. Enfin, je sais pas comment on peut faire. Tu sais, genre, le culot de venir appeler après ton réseau social, genre, vérité. Je trouve ça assez balèze, quoi. Je sais pas si c'est de la mauvaise. Je sais pas si c'est de l'inconscience, de la mauvaise foi ou. Je sais pas. Dis-moi ce que. Franchement, je suis démuni, je sais pas. En même temps, Trump. En même temps, Trump. Est-ce que pour balancer. Est-ce qu'il est pas persuadé de ce qu'il dit, tu vois? Est-ce qu'il est pas persuadé de cette quand par exemple il disait que il s'est fait voler la comment oh zut l'élection par les autres réseaux sociaux. Bah oui, bon, en même temps il s'est fait dégager comme un gros malpropre, hein. Et d'ailleurs ça pose des problèmes aussi ça, genre normalement bon ça va poser aussi des problèmes parce que genre tout d'un coup tu peux disparaître de l'espace de la sphère publique parce qu'elles ont ce pouvoir là les plateformes. Et il n'y a pas eu, ça a pas été un rendu de justice ou quoi, hein. Donc ça pose la question de est-ce qu'on laisse, ça pose toute la question de du coup de la, genre qui censure ou qui modère du coup. Est-ce qu'il faut laisser ça à un juge, à la justice, ou est-ce que tu délègues ça au privé et du coup tu peux avoir des cas qui vont être, où ça va être clairement de la censure non justifiée quoi. Donc ça pose déjà des questions. Tout pose des questions avec eux de toute façon. Donc, moi je sais plus ce que je disais, mais bon, bref. Truth Social, le réseau social de la vérité made in Trump, est en train d'être mis en ligne. Selon les propos d'un cadre de l'entreprise qui gère Truth Social, le lancement sur l'App Store devrait avoir lieu ce lundi 21 février 2022, jour férié aux États-Unis en l'honneur des présidents des pays. La revanche de Trump. Ce lancement intervient un an après le bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux. En mars 2021, ce dernier avait vu ses comptes Twitter, Facebook et sa chaîne YouTube supprimés un à un après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Pardon, l'ancien président étant soupçonné d'avoir incité ses participants à des actes violents. C'est l'entreprise Trump Media et Technology Group, TMTG, qui est en charge du développement de ce nouveau réseau social. Dirigé par Devin Nunes, ancien représentant républicain des États-Unis, Truth Social a été conçu pour offrir aux utilisateurs un plus grand espace de liberté d'expression selon ses fondateurs. Cette semaine, nous allons commencer à nous déployer sur l'App Store d'Apple. Ça va être génial, beaucoup de gens vont rejoindre la plateforme. C'est enthousiasmé Devin Nunes sur Fox News. Oui, mince, je pensais à un truc. Oh, zut, nanana. Ah oui, punaise, j'avais vu, je suis allé sur Arte encore une fois, hein. Si vous voulez me sponsor, je suis fan d'Arte. Ouais, ils avaient sorti un documentaire du coup sur ce qui s'est passé au Capitole. Ils avaient sorti un documentaire sur ce qui s'était passé au Capitole avec des images et tout ça. Et moi, vraiment, je m'étais pas rendu compte de ce que c'était. Vraiment, quand tu vois les images, enfin, c'est fou. Enfin, c'est vraiment méga violent, quoi. Genre, puis, bah, déjà, il y a eu un cadavre. Enfin, il y a eu plusieurs cadavres déjà. Et pour le coup, ouais, on peut vraiment associer ça. Il est dispo où? Alors, attends. Bah, attends, on va aller voir sur YouTube. Alors. Alors. Et je te jure, genre vraiment juste avoir les images, ça te. Bon après c'est monté évidemment, donc ça raconte une histoire, hein, faut pas, genre c'est pas la réalité telle que enfin, c'est une représentation de la réalité, mais en tout cas ça donne une idée de la violence du truc quoi et de ce qui aurait pu se passer à ce moment-là, genre vraiment ils auraient pu les manifestants là, ils auraient pu prendre d'assaut tu sais l'endroit où ils étaient en train de compter là, c'est je sais pas leur truc national, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, Arte Capitol. Ah non, capitalisme, c'est très bien capitaliste. C'est genre l'histoire du capitalisme en 6 épisodes d'une heure chacun. Enfin bon bref, faut avoir du temps mais je l'avais vu sur YouTube. Assaut on the Capitol. Ah mince. J'ai l'impression qu'ils l'ont plus. Ah, fait chier. À moins que ça soit ça. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Attends, j'aurais essayé ça. Ah, zut, il l'aurait plus. Ah si, l'assaut du Capitole. Voilà, c'est celui-là. Attends, je te mets le lien dans le chat. Si je dis pas de bêtises. Ouais, et ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu as des points de vue Fait que aussi. T'as des points de vue des personnes qui ont été.
qui ont été. Et ouais, non, ça c'est vraiment cool. T'as les deux points de vue, tu vois. T'as les personnes qui sont horrifiées par ce qui s'est passé, tu vois, et t'as les autres. Bah, et il y a des manifestants, forcément, ils ont été horrifiés aussi parce que c'était méga violent, hein. Et la version des manifestants. Mais c'est vrai qu'ils ont un rapport à la réalité. Enfin, à la réalité. C'est genre, bon, on a tous une réalité différente quelque part, mais on a toujours des. Ce qui fait société, généralement, c'est un consensus, tu vois. Genre, c'est des histoires communes qui sont pas forcément vraies à 100%, mais ça reste des fictions. Genre, la fiction est hyper importante pour les humains. Je sais pas, genre, par exemple, la République ou la démocratie, ça, c'est une fiction, qui est structurante dans nos sociétés, en tout cas en France, tu vois. Et, et du coup, t'as un rapport à la réalité, qui peut être conflictuel, ou ça va être sur comme ça, sur des fictions, pas sur des fictions, mais en gros, sur des bases communes, où il y a certaines personnes qui vont plus y croire, qui vont remettre ça en cause. Bah finalement, ça, pour ceux qui sont encore structurés par ça, et les autres qui du coup n'y croient plus du tout, genre c'est presque un dialogue impossible, tu vois. Genre parce que il y a certains là, souvent à l'extrême droite, tu peux leur balancer genre des chiffres du réel, ils en auront rien à foutre, tu vois. Genre des vrais chiffres, des vrais stats, des vrais trucs, ils en auront rien à foutre parce qu'ils te croiront pas. Genre parce qu'ils diront que ça a été mal fait ou quoi. Donc voilà, il y a une sorte de conflit de récits, quoi, que je trouve on retrouve bien ça, tu vois. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, hein, la prochaine fois, si jamais tu le regardes entre temps. Bon, bref, j'en étais où? Donc voilà, nanana, un déploiement progressif. La première version publique de l'application était attendue ce lundi sur les stores Android et iOS, mais la plateforme ne sera pleinement opérationnelle qu'à la fin du mois de mars. Dans sa première mouture, le réseau social devrait permettre de publier des posts. Les messages directs et la modification des publications seront mis en œuvre dans les prochaines versions. Les informations entourant ce nouveau venu dans la galaxie des réseaux sociaux sont peu nombreuses. Des zones d'ombre ont été soulevées par les médias américains et plusieurs experts du secteur. On ne connaît notamment pas les sources du financement de TMTG. À l'heure actuelle, le site Truth Social ne semble pas accepter les utilisateurs français et européens. Une erreur est générée lorsqu'un internaute tente de consulter le site internet. De même, l'application n'était pas disponible en France sur l'App Store ce lundi, malgré un début de déploiement aux États-Unis. Donc voilà. Mais il y avait déjà des trucs qui ont été sortis sur son réseau social, hein. Par exemple, déjà, il y avait des trolls qui étaient venus foutre la merde, je crois, pour les emmerder. Et en plus de ça, ils ont été accusés aussi d'avoir récupéré du logiciel libre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça va être l'anarchie, ouais. Je pense, ouais. Je pense que ça va être le gros bordel. Oui, on peut s'attendre à des conflits. Pas des conflits, mais on peut s'attendre à ce qu'il y en ait qui viennent les emmerder, quoi. Voilà. Mais en même temps, moi, je leur en voudrais pas, hein. Euh, Ah oui, et du coup, ils avaient été accusés d'avoir récupéré du coup je sais plus comment on appelle ça, du code ouvert ou je sais pas quoi, enfin, ou du logiciel libre. Et en gros, genre, tu peux l'utiliser si tu veux faire, si tu veux faire des projets, tu peux l'utiliser gratuitement, t'as rien à payer, t'as pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Mais par contre, si tu veux en retirer de l'argent, là, ça pose problème. Et je crois que c'était ça, hein, qu'on leur reprochait. Du coup, ah oui, non, c'est d'en faire un truc privé. Genre, tu utilises du code ouvert pour faire ta plateforme, et après, mais si tu utilises des codes ouverts, t'as pas le droit, du coup, de mettre ton application en code fermé où personne ne peut aller voir comment ça fonctionne dedans. Ça, t'as pas le droit normalement. Et eux, ils l'ont fait, par exemple. Donc voilà, pour voir comment ça fonctionne la machine. Bon, bref, on va pas s'attarder plus sur Trump. Hop. Et donc maintenant, on va finir avec Ouzbek Erika. Pour promouvoir son métaverse, Facebook s'en remet à la nostalgie. Et je trouvais que ça pouvait faire un petit peu écho. Je sais pas si t'étais là quand j'avais lu comme un billet de blog de Olivier Hershey sur les rétrospectives de l'année, pas compris la phrase. Zut, je dis quoi? Putain, j'arrête. Euh, Merde, je disais quoi? Je disais quoi?
Oui, donc je disais, pour promouvoir son métaverse, Facebook s'en remet à la nostalgie. Ah, d'accord. Bah, du coup, pour promouvoir Horizon, c'est Horizon qu'il s'appelle son métaverse. Facebook va jouer sur des sentiments de nostalgie, sur des sentiments nostalgiques. Mais oui, oui, c'est vrai que ça peut être tendancieux. Bah, tu vas comprendre en lisant le truc, hein, c'est tout bête. Mais c'est vrai que vu comment c'est tourné, c'est peut-être pas forcément méga clair, hein. Ça en remet à la nostalgie. Bah, Facebook fait un spot publicitaire qui fait appel à la nostalgie des gens. Voilà. L'édito. Ah oui, c'est un édito, donc là, il va y avoir du point de vue, hein. C'est pas du truc objectif, qui se veut objectif. Dans une publicité récente, Facebook met en avant un groupe de musique retrouvant sa gloire passée grâce à la réalité virtuelle. Une séquence d'un cynisme troublant qui témoigne des promesses creuses jusqu'ici mises en avant par Mark Zuckerberg autour du concept de métaverse. Voilà. Regarde comme c'est beau. Tu vas avoir le droit à une publicité. Vieux amis, nouvel amusement. Sur le papier, le slogan choisi par les équipes de Mark Zuckerberg pour promouvoir leurs nouveaux produits n'a rien de très inquiétant. Quoi de plus tentant que de recréer du lien avec des vieux amis, perdus de vue depuis des années, voire des décennies. Sauf qu'en pratique, ces quatre petits mots, sortis tout droit des open space de la Silicon Valley, cachent des ambitions pour le moins sinistres. Que le dernier spot publicitaire de Facebook choisit d'assumer avec une fierté déconcertante. Fuir la réalité à tout prix. Dans ces 106 secondes diffusées le 13 février dernier à l'occasion de la finale du Super Bowl, on voit ainsi un groupe de musique s'adonner sous les traits de peluches quasi inanimées à un petit concert dans la salle d'un dîner américain. Après quelques secondes de show, la descente aux enfers de la troupe est mise en scène à toute vitesse. Abandon du public, temps qui passe et variations météo saisonnières achèvent de mettre fin à la fête. L'une des peluches, en l'occurrence, celle d'un chien aux yeux tristes, passe de propriétaire en propriétaire avant de se retrouver complètement laissée à l'abandon. Ce n'est qu'une fois atterri à l'entrée d'un musée spatial futuriste que le protagoniste dévie enfin de sa morne trajectoire. Son destin final, enfiler un casque de réalité virtuelle pour fuir sa réalité grisonnante et retrouver sa gloire passée entouré de ses vieux amis, eux aussi désormais avatarisés. Et là, hop, petite pub. Oh, attends, j'ai pas le son. Bon, au pire, je foutrai ça sur YouTube. Don't you forget about me. Je pense ils ont fait carrément référence au Muppet Show. Closing time. Get out, please. Stop playing, please. Let's go, folks. Come on. You two over there. Let's go. Regarde comme c'est beau le métaverse. Regarde comme c'est trop joli Horizon. Genre, les graphismes sont magnifiques, n'est-ce pas? Je sais pas pour toi, mais moi je trouve pas ça méga beau, hein. Ah oui, par contre la pub, oui, c'est vrai que la pub est stylée quand même. Mais quelque part, je sais pas pour toi, mais là, ça vient juste de me dire, mais est-ce que ça montrerait pas un peu la manière dont on a l'habitude de voir les animaux dans finalement, dans notre belle société? Parce que finalement, c'est un chien et il a un peu. Bon, est-ce que je fais de la surinterprétation? Je sais pas, mais genre en mode un peu un plot, quoi, hein, finalement. Pas trop un être humain, hein, parce que il a beau bouger, tu le fous quand même à la benne, prêt à être écrasé, tout ça. Et tu le laisses finalement être juste un piquet. Enfin bon, bref. C'est peut-être moi qui fais de la surinterprétation. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre dans le truc, c'est que finalement, là, il joue sur. C'est le fait de jouer sur la nostalgie euh, dans le clip que justement ce cher monsieur là, comment il s'appelle Pablo Maillet dénonce.
Un choix de narration pour le moins étonnant, censé faire la promotion du nouveau casque de réalité virtuelle made in Facebook, le MetaQuest 2, lui-même censé ouvrir la voie au projet de Metaverse que le géant américain ne cesse de revendiquer depuis l'année dernière. Soit l'idée que d'ici quelques temps, chacun pourra s'emparer d'un pseudo et d'un avatar personnel pour pénétrer dans une sorte d'internet incarné façon Ready Player One ou stand-up concert et jeux vidéo haut de gamme s'entremêleront pour former un véritable univers parallèle. Donc du coup là il décrivait un peu le bousin et là du coup il explique pourquoi il trouve ça pas bien. Agressivité et cynisme. Le plus troublant est que Meta, nouvelle coalition regroupant Facebook mais aussi Instagram et WhatsApp, ne prend ici même pas la peine de dissimuler l'agressivité de ses ambitions marketing. Sa promesse, faire de son métaverse un refuge mielleux, contrepoids d'une réalité présentée comme déprimante, où les artistes déchus pourraient artificiellement retrouver leur gloire passée, et où les effets du temps qui passe seraient effacés grâce à d'éternelles résurrections technologiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas du coup y voir comme une sorte de reflet des soucis de nos sociétés actuelles? Non, parce que est-ce que le besoin d'aller se réfugier dans un endroit virtuel, un peu échappé au monde réel, bon, même si généralement à partir du moment où il y a interaction sociale dans un milieu donné, même si c'est numérique, ça reste du vrai monde, hein. Ça reste du vrai monde. Mais du coup, ouais, cette idée de vouloir s'enfuir un peu, je pense que ouais, ça, ça reflète peut-être un certain état d'esprit, quoi. Contrepoids d'une réalité présentée comme déprimante où les artistes déchus pourraient artificiellement retrouver leur gloire passée et où les effets du temps qui passe seraient effacés grâce à d'éternelles résurrections technologiques. Donc oui, donc voilà. Il faut dire qu'en l'absence d'horizon enthousiasmant, le cynisme est sans doute la dernière carte que les GAFA peuvent encore abattre pour nous refourguer le fond de leur tiroir. Oh là là. Ouh là là. Car si le concept de métaverse est à ce point mobilisé à tort et à travers depuis quelques mois, c'est qu'il ne consiste pour l'instant en rien d'autre qu'une réédition vaguement augmentée, quoique savamment rebrandée, des univers parallèles déjà au cœur de jeux vidéo et d'univers virtuels tels que Second Life, EverQuest ou les Sims, particulièrement en vogue dans les années 2000. Fatigué, ouais. Ouais, je sais pas. Oh, peut-être que je vais faire une crise cardiaque, hein. C'est pas ça le début d'un AVC, t'arrives plus à articuler. Non, parle pas de malheur. C'est bon, j'ai pas de fourmis dans les bras, tout va bien. Tiens, je te fais admirer un peu plus ma veste. En témoignent notamment les récentes arnaques Decentraland et Walmart, ce dernier ayant réussi à faire passer pour révolutionnaire sa nouvelle interface de shopping en 3D, dont toute l'originalité consiste à déposer soi-même des produits dans un panier virtuel, plutôt que de devoir les sélectionner grâce au clic droit de sa souris. Oui, ça j'ai vu des images, enfin c'est... Quand on parle d'utilité, tu vois, genre, il y a un truc, généralement, faut qu'il y ait une certaine utilité, que tu ressentes le besoin du truc pour que ça fonctionne. Là, clairement, c'est comme si tu avais changé un peu l'interface. C'est comme si tu étais dans un vrai magasin en train de faire tes vraies courses, alors que je pense que ça irait 10 000 fois plus vite de juste, tu sais, genre, de juste aller sur le site internet et de commander tes trucs, quoi. Donc c'est un peu le, genre, le truc, genre, waouh, c'est révolutionnaire, machin quoi, ou quoi, mais ça révolutionne quoi finalement? Genre, bon, t'as juste une sorte d'interface un peu différente, quoi. Bon, bref. La population occidentale vieillissant au même rythme que l'âge moyen de ses utilisateurs, on ne peut que reconnaître à Facebook la cohérence de ce choix stratégique. Voilà. Mais c'est parce que oui, du coup, comme je dis souvent sur ce stream, ça change. Généralement, genre c'est un peu chaque génération a un peu son média social. Et là, pour le coup, vraiment la population de Facebook, qui sont sur Facebook, c'est une population vieillissante. Genre les très jeunes n'y sont pas. Et, voilà. Et en plus, même moi, pour le coup, même moi, je suis plus très énormément là-dessus. Enfin bon, bref, comme je l'ai dit régulièrement. Ah oui, et en plus de ça, je sais pas si t'as vu, il y a une semaine ou deux là, finalement, où ils perdaient carrément des utilisateurs. Enfin bon, bref. Une première fois. Et en plus, du coup, ça leur a apporté, genre, du coup, ils ont perdu des utilisateurs, et puis il y avait toute une sorte de contexte un peu merdique. Ouais. Putain, désolé, je suis complètement fatigué là.
Attends, je reprends un peu ma respiration. Ouf. Oui, ils ont perdu des utilisateurs et en plus de ça, genre avec toutes les histoires de désinformation, tout ça, ils ont une baisse en bourse là, un truc historique, hein. Un truc historique. Genre c'était dans toutes les histoires dans toute l'histoire des entreprises américaines. Prends ton temps, t'inquiète. Merci. Ouais, ouais, je sais pas, genre souvent ça me fait ça quand je suis fatigué, j'ai l'impression de partir, je sais pas où là. Moitié m'évanouir. Ouais, et en gros, apparemment, dans toute l'histoire des entreprises américaines, c'est la plus grosse perte en une journée qui s'est passée, quoi. Donc ouais. Donc voilà. Donc Facebook un peu en perte de vitesse, hein. Mais bon, après, ils s'en remettent, hein. C'était en bourse, hein, c'était pas... Ils se sont pas crachés non plus. Nanana. Donc voilà, loin de la fluidité et de l'horizontalité futuriste un temps envisagé par les entrepreneurs de la Silicon Valley, les leaders du secteur s'en remettent logiquement à l'argument de la nostalgie pour remplir ce qui n'est pour l'instant qu'une coquille vide. Inoffensif, pas vraiment, car comme le rappelle le youtubeur américain Josh Straff Hayes dans une récente et excellente vidéo, ce grand retour en arrière connecté ne se fait pas dans l'intérêt des utilisateurs eux-mêmes, mais dans celui d'entreprises multirécidivistes obsédées par la collecte de données personnelles et la vente de leurs produits à leur clientèle. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que Facebook joue sur la nostalgie des gens pour développer son métaverse. Et c'est pas dans l'intérêt des utilisateurs, c'est dans leur propre intérêt. Bon, en même temps, c'est un peu obvious, hein, c'est une entreprise privée, donc leur intérêt c'est de se faire de l'argent. Et du coup, ça serait jouer sur ce côté nostalgique, et du coup, c'est un peu cynique, comme il dit, de jouer sur la nostalgie des gens, quoi, pour se faire plus de thunes. Ah oui, et du coup, c'était quoi? Ah oui, et ça, cette vidéo, je te la conseille, je vais pas la passer maintenant, parce que là, c'est sûr et certain que je vais me faire strike, parce que machin. Franchement, ça va pas marcher. Bah, je pense que ça peut faire son truc de niche, le métaverse, mais est-ce que ça va enfin, je vois pas non plus ça genre s'imposer de manière massive. Mais parce qu'il y a déjà des métaverses qui fonctionnent, qui ont un modèle économique. Je sais plus. Bah, attends, on va regarder maintenant. Je sais qu'il y en a un. Genre, j'avais été voir. S'il n'y a pas de jeunes sur Facebook, il n'y aura pas le public et le côté nostalgique, les jeunes auront pas. Oui, mais justement, le truc, c'est qu'il y a une. Oui, c'est vrai que. Hmm. C'est vrai que si tu veux faire perdurer dans le temps, faudrait accrocher les jeunes maintenant. Mais que, en gros, la transition se fasse avec la population vieillissante de Facebook. Tu vois? Et que après, peut-être que ça ferait venir les jeunes ensuite. Euh, Donc voilà. Attends, métaverse. Oui, et donc du coup, il y avait déjà des métaverses qui existent. Euh, Notamment un, j'avais été voir, c'était 350 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est déjà pas mal, hein. Je crois que c'est. Est-ce que c'est plus que Twitter? J'avais installé l'application, mais j'avais jamais réussi à y aller tellement c'était lourd. Enfin, j'avais pas été au bout, mais j'avoue que j'aurais dû être, j'aurais dû être plus curieux. Enfin bon, bref. Et du coup, 350 machin. Et en fait, il y a déjà des marques qui sont implémentées sur le bordel. Genre, c'était genre par exemple des marques de luxe, là, genre c'était Louboutin. Enfin, des marques de montres, des marques de fringues, etc. Et avec leurs propres. Je crois qu'ils ont plus leurs propres influenceurs sur le truc. 397 millions. Ah bah, tu vois, c'est à peu près l'équivalent de Twitter. Donc voilà, tu vois, genre, ça existe, mais c'est plus du poids tout de même, ouais. Tu veux dire les 397 millions? Ce qui est pas énorme, hein, face à TikTok et tout ça, hein. Mais c'est vrai que ça fait du monde, hein. Et ça pose du coup des questions de gouvernementalité. Genre, avec une telle population, est-ce que tu peux rendre le truc contrôlable? Est-ce que tu peux vraiment contrôler ta propre plateforme? Genre contrôler tous les contenus, c'est pas possible. Metaverse qui existe déjà. Comment je peux formuler ça. En début de site, pas trop mal. Ah oui, non, c'est une plateforme qui existe depuis quelques temps. Ah putain, je suis dégoûté, j'ai pas réussi à la retrouver. Ah, à moins que dans mon historique Google Play, doit y avoir ça peut-être. Et oui, je connaissais pas du tout en plus. Je connaissais pas du tout, mais le fait est que oui, il y a déjà des marques, il y a déjà un modèle économique en fait. Et j'en avais jamais entendu parler.
Enfin, j'imagine, si ça se trouve, ça montera pas. Bah, peut-être que bah, j'ai l'impression que ça faisait déjà quelques années que c'était là, tu vois, donc peut-être que ça montera pas plus que ça. Mais ouais. Mais en ce moment, c'est un peu la guerre des métaverses, hein. Euh, Parce que finalement. Bah, attends, je te passe juste ça. Zut, on peut pas. Y a pas un lien pour aller vers la vidéo. Parce que du coup, c'est une super vidéo qu'il a mis là. C'est What the hell is a Metaverse? C'est fait par. Ah oui, du coup, il disait. Non, non, non. Je te conseille d'aller voir. Voilà. Josh Strife Highs sur YouTube. Et vraiment, la vidéo, elle est super. C'est en anglais. Et t'apprends plein de trucs et c'est vraiment super intéressant. Bah, lui, il analyse ça plutôt du côté de l'industrie culturelle. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que ça n'apporte rien de nouveau. Les métaverses n'apportent rien de nouveau, absolument rien. Déjà, ça existait déjà bien avant, que ce soit par quel bout, n'importe quel bout que tu le prends, ça existait déjà bien avant. Et du coup, il enchaîne en disant c'est quoi l'intérêt pour les plateformes. Et du coup, du côté on va dire du côté des industries culturelles, l'intérêt c'est que, par exemple, c'était genre il disait quoi? C'était Microsoft qui voulait aussi sortir son métaverse. Mais du coup, comme Microsoft, est-ce que un MMORPG c'en est un en soi? Bah si le truc c'est d'être un peu jeu vidéo, que tu te déplaces dans un univers en 3D et qu'il y a des vrais gens avec qui tu parles, bah ouais, tu vois. Et ça existe depuis tellement longtemps. Donc en fait, ce qu'il dit, lui, là, ce qu'il explique là, Josh Strife Highs, ce qu'il explique, c'est que la véritable nouveauté, ça sera pour l'entreprise. Ça sera pour l'entreprise qui va faire le métaverse, qui va faire son métaverse. Ça va pas être pour l'utilisateur qui a déjà qui va déjà sûrement avoir des expériences dans ce truc-là. Euh, et du coup, comme il disait, genre par exemple Microsoft qui maintenant, c'est Microsoft qui a racheté, je sais plus quel studio de gaming, toi tu dois te caler là-dessus, non? Je sais plus quel studio de jeux vidéo là. Enfin bon, bref, il disait que genre des entreprises qui vont avoir différents studios de production, enfin différentes entreprises de production culturelle, finalement, ils vont pouvoir faire des trucs. C'est que genre, sur les mêmes, ouais, voilà, bizarre. C'est que ils vont pouvoir faire des sortes de crossover, machin, enfin sur la même, comment dire, sur la même plateforme, pour s'appuyer dans le même métaverse, ils vont pouvoir faire des sortes de crossover de leurs différents, je veux dire, contenus culturels. Par exemple, il expliquait, ah voilà, Activision, merci le chat. Ah c'est beau quand même, c'est beau quand même le chat sur Twitch. Ouais donc. Je disais quoi? Ah oui, et genre en mode crossover, des machins comme ça, où tu vas pouvoir faire rencontrer. Et du coup, leur intérêt, c'est de maximiser, enfin, ou en tout cas de minimiser le risque que ça se plante, tu vois. Enfin bon, je suis pas clair du tout. Va voir la vidéo, lui, il explique très très bien. Je suis désolé, je raconte de la merde, faudrait que j'aille revoir le truc. Euh, oui, carrément. Après, si je peux partager comme ça, là, je vais pouvoir obtenir un lien. Ah oui, copier l'URL de la vidéo. Enfin, en gros, le truc important à comprendre, c'est que vraiment, c'est pas fait pour l'utilisateur, c'est vraiment très bénéfique pour les entreprises qui vont avoir leur propre métaverse. L'intérêt de l'utilisateur dans tout ça, il est quand même bien secondaire, finalement. Et qu'actuellement, c'est un peu la guerre, parce que tout le monde veut avoir le monopole. En tout cas, perso, ça me donne pas du tout envie. Mais moi non plus. Mais après, tu vois, genre, j'étais un peu en mode. Et, tu vois, genre, direct, je me suis dit, putain, ça fait pas envie, ça fait un peu cauchemar. Et en même temps, je me suis dit, non, mais c'est parce que t'as jamais connu ça et que c'est nouveau, du coup. Enfin, en tout cas, c'était nouveau pour moi. Que finalement, j'avais peut-être une sorte de rejet, tu vois. On a toujours. C'est compréhensible, hein, c'est comme ça, c'est normal. Mais oui, du coup, ça me fait pas envie non plus, quoi. Je vois pas l'utilité du truc. Je vois pas. Enfin, en tout cas, pour nous. Enfin, pour moi, je vois pas quelle utilité. Parce qu'en plus, genre, si t'es obligé, pour t'y balader, t'es obligé d'être avec ton casque vert et tout ça. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Parce que normalement, quand t'es sur les médias sociaux, quand je suis sur Twitter ou je sais pas quoi, c'est dans les transports en commun, tu vois. Genre, va être obligé d'être chez soi pour naviguer. Enfin bon, bref. À voir comment ça va tourner, mais je pense que ça va, oui, ça va être marché de niche, hein. Faut pas se mentir. Je
pense que c'est le marché de niche. Et du coup, est-ce que Facebook va crever? Ah, ça c'est une bonne question. Ah, trop gentil. Bon, bah voilà. Bon, bah moi j'ai plus rien d'autre à proposer. C'était mon petit truc que j'avais. Voilà, les petits articles que j'avais mis de côté. Finalement, bon, c'était varié aujourd'hui. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que là, dernièrement, je trouvais ça me faisait plus kiffer d'aller lire des articles ouais, des articles ou des chroniques ou des trucs un peu plus éditorialisés, mais qui sont plus longs du coup, mais que je trouvais plus approfondis, plus machin, et qui me parlaient plus. Et là, je me suis dit, bon, allez, comme je te disais, bon, bah, tenter déjà avec différents sujets, juste pour voir si, en réagissant sur de l'activité chaude, on va dire, sur de l'activité brûlante, finalement, est-ce que ça marcherait mieux? Bon, on va voir. Puis là, en plus, oui, c'est vrai que j'ai pris différents trucs. C'est vrai que d'habitude, je me contente de deux. Mais après, genre, il y a des trucs. Tu sais, souvent, c'est ce que je me dis. Genre, il y a un truc, je vais dire, bon, ça a fait, mais après, je pense rien, tu vois. Genre, j'ai pas une analyse en mode, ah ouais, du coup, ça rentre dans ce contexte-là, de machin, de bidule. Non, genre, juste, je suis là, bon, bah, ok, tu vois. Ok. Est-ce que je vais réussir à blablater là-dessus? Je suis pas sûr. Euh, donc voilà. Et mais c'est là que le chat peut intervenir. Effectivement, c'est là que le chat peut intervenir. Avec des anecdotes croustillantes, des informations que j'ai pas. Dans son avis, c'est vrai. Mais c'est pas facile d'aller. Après, là, comme on est en mode très intimiste, c'est très intime finalement. Parce que là, finalement, c'est une conversation, hein. Je pourrais t'avoir sur le Discord. Je crois on pourrait juste s'appeler, tu vois. Ça rendrait pareil. Ouais. Mais faudrait que je réussisse à. Je sais pas comment réussir à ramener plus de monde. Faut que je me. C'est con, hein. Je suis un étudiant. Bon, faut pas que je dise ça. Ah non, est-ce que je vais dire ça? Bon, allez, on va faire le pari que les gens qui doivent pas entendre ça n'iront pas écouter. C'est quand même le comble que je sois en communication et que j'arrive pas à me faire décoller. Et il faut que je me fasse un plan de com, mais faut que je prenne le temps d'y réfléchir et voilà. Et mais en même temps, que si quelqu'un passe par là, voudrait me débattre ou parler de ça. À chaque fois, j'ai du mal avec ma souris. Hop. Punaise. Oui, mais peut-être que si. Oublie pas sur YouTube de dire que tu live. Ah, je peux faire ça sur YouTube. Ah oui, je peux faire. Ben oui, il y a le truc, je peux poster des trucs sur YouTube. Putain, c'est pas bête. Oui, bah. Oui, mais peut-être que si quelqu'un passe par là, voudra venir débattre. Machin. Ah oui, bah justement, attends, j'ai dans mes trucs. Alors, il y a 20 jours, Exotique 60 avait débarqué tout à la fin de mon live. Le sub absolu, c'est genre vraiment quelqu'un qui vient de débarquer comme ça et qui en plus on a un peu discuté. J'avais lu un article sur l'application Elise, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Et bon bref, ça parlait un peu, du coup on a vite fait parler un peu politique, mais enfin, est-ce que c'était pertinent d'avoir cette application-là, etc. Hop, à la à la fin de ta vidéo ou un autre, tu peux expliquer tu live tel ou tel jour ou d'aller sur Twitter pour savoir quand tu live, etc. Oui, c'est vrai. Mais après, je suis vraiment pas régulier, tu vois. Genre, j'arrive pas à avoir un calendrier. Parce que ça va être en fonction de mes cours qui changent régulièrement. Ça va être en fonction de est-ce que je suis là, est-ce que j'ai la motivation, est-ce qu'on va boire un coup au bar le soir, est-ce que j'ai eu le temps d'aller chercher des articles et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez fluctuant, on va dire. Mais oui, je sais que oui, c'est vrai que être régulier, ça serait quand même. Je sais qu'apparemment c'est un des trucs importants sur Twitch, la régularité. Mais c'est vrai que je peux me faire un écran de fin de vidéo. Tout à fait. Ah bah tiens, avec ce superbe truc là, avec le réseau. Et tu vois, même 15 minutes avant sur Twitter, pour le monde, ça peut être cool qu'ils savent que tu vas live. Ah oui, rien que 15 minutes avant. Oups, Rototo, pardon. Ah, c'est vrai. Moi, j'avoue que j'ai eu la flemme de communiquer. J'avoue tout. Je l'ai fait un peu à la schlag. C'est vrai. C'est un exemple, mais vaut mieux ça que rien. T'as raison. Ah bah si ça se trouve, Margot aurait débarqué. Margot aurait débarqué. C'est vrai que vous êtes mes deux fidèles, hein, quand même. Après, perso, c'est au feeling que quand je regarde Twitch qu'il a.
de quand je regarde Twitch qui live. Mais oui, bah après, c'est quand je regarde, par exemple, là, je suis Jean Massier, je vais pas le voir, mais je le suis. Et c'est vrai que finalement, quand tu live, je sais pas, attends, il a fait quoi, 4-5 jours par semaine? Bah finalement, genre les gens qui peuvent pas venir tel jour, bah ils peuvent venir le lendemain, etc. C'est vrai que du coup, tu amasses beaucoup plus de monde, hein. Que quand tu fais un live par semaine, bah si t'es pas dispo cette semaine-là, bah ça sera la semaine d'après. Mais en même temps, c'est un métier, Twitcher, c'est un métier. Toi et moi, je pense qu'on le sait. Ça demande du temps. Ça bouffe du temps. Mais c'est toujours sympathique. Mais moi, je trouve que c'est un super exercice en vrai, hein. Réussir à blablater comme ça. Je sais pas si je suis meilleur qu'avant. Je sais pas. Euh, Mais c'est vrai que, quand même, oralement, etc. Mais oui, oui, c'est un bon. Et puis même, je sais pas pour toi, mais à chaque fois que je vais en live, genre au début, j'ai toujours la petite appréhension, tu vois. Je me sens toujours stressé comme si je devais passer un petit oral. Donc, tu sais, genre en mode, ah, putain, faut que je dise des trucs intelligents, faut pas que je dise de la merde, faut pas que j'ai de blanc, tatati tatata, quoi. Donc, ouais. Puis même, faut ouais, savoir rebondir sur un truc. Puis même, tu sais, genre quand tu te lances dans une explication, mais que t'es pas trop sûr, c'est réussir à quand même essayer d'être clair ou quoi, et de pas passer pour un fumiste. Enfin bon, bref. La même, et là, perso, ça fait si longtemps que j'ai pas live que j'en ai peur de reprendre limite. Bah, tu sais quoi, tu fais comme moi, t'annonces rien du tout. Tu fais un live, au pire, il y aura une personne, genre moi, dans le chat, et ça va passer crème, hein. Enfin, remarque que t'as vachement plus d'abonnés, je sais plus à combien t'étais de followers, toi, sur. 60, non? T'as au moins les 50, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc t'auras peut-être plus de monde, hein, je sais pas. Ah, j'hésitais à faire du live de jeux vidéo aussi. 60, ouais, je crois. Ah là là, quel BG. J'hésitais à faire du jeu vidéo, genre War Thunder. Moi, je suis un gros fan de War Thunder, mais là, actuellement, je joue en réaliste et je suis un peu une merguez. Mais ouais. Mais jeux vidéo, en vrai, c'était surtout pour faire du temps de streaming, quoi. En faire du temps, parce que, genre, dans les objectifs, là, j'ai vu ils demandaient quand même pas mal de temps. Mais j'ai dépassé les 8 heures de stream dans le mois. Voilà. Le must que j'ai fait, c'était parler de tout et de rien avec un pote en vocal sur Minecraft et on discutait avec le chat. Ah, ça devait être top, ça. Ouais, parce qu'en plus, t'as le sur la bouffe, cinéma, la politique, etc. Ah ouais, genre juste talking. Tu sais, ça, c'est un truc, je sais pas si j'en serais capable. Je sais pas si j'en serais capable. Genre vraiment, je sais pas si genre juste en jouant ou en faisant un truc, genre je vais avoir de la conversation facile comme ça. Mm. Mais c'est vrai que du coup, si t'avais un pote, le pote, il était dans le chat ou si tu l'avais en Discord? C'est comme si t'étais en terrasse au bar. Oui, ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs c'est ce que les gens cherchent, hein. Bah, j'avais lu l'autre jour, tu sais, l'article là, mince, sur Twitch, la politique là, genre le côté authentique. En vocal, le pote, ça aide aussi pour discuter. Bah oui, du coup, t'as toujours quelqu'un pour te faire un peu pour te faire une relance. Et même si t'as rien à dire, l'autre aura sûrement quelque chose à dire. C'est vrai qu'il faudrait que je vois. Peut-être faire ça avec des gens. Je sais pas, des gens qui seraient intéressés. Ça prend tellement de temps de faire ces trucs-là. Ouais. J'avais quelque chose à dire ou pas? Non, juste. Ah, tu vois, là, je commence à sécher. Oui, la politique arrive sur Twitch. Polémique du trait trop. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Genre très. Pour répondre à certains codes, quoi, en mode viens, c'est fun. Bah ouais. Bah tu sais, genre, c'est reprendre certains codes, certaines normes sur Twitch, où genre en mode faut être un peu authentique. Mais après, je sais pas si t'étais là quand j'avais parlé de ça, où finalement, c'est quoi être authentique, quoi. Genre, c'est plutôt certains codes que d'être authentique. Genre, en fonction du lieu où est-ce qu'on est, du lieu où est-ce qu'on parle, du lieu où est-ce qu'on s'expose, on adopte toujours nos comportements, quoi. Donc, bon. Mais bon, oui, c'est le côté un peu fun et tout ça. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, ouais. La polémique du trait trop proche des gens, ouais. Ouais, puis aussi le côté, genre les politiques qui arrivent sur un espace qui se veut non politisé de base, ou que les gens, ils ont pas envie de voir des politiques là-dessus, quoi. Genre sur un peu leur espace personnel, genre un peu de réminiscence du rejet de la politique qu'il peut y avoir qu'il y avait comment une sorte de filiation culturelle venant de la contre-culture américaine qui se retrouve encore aujourd'hui. Ce serait certainement, moi je le vois comme ça, hein. Je le vois comme ça. Bon, perso, m'en fous, je regarde pas, et puis c'est tout.
ça me jette pas, tu vois. Oui, bah oui. Oui, après, il y a tellement de choix. Genre, si tu veux pas regarder, enfin, si tu veux pas regarder, regarde pas, quoi. Genre, je suis assez d'accord avec ça, hein. Moi, ça me dérange pas non plus, hein. Genre, limite, je comprends que les politiques, genre, ils se disent, bon, bah, c'est parce que souvent, c'est l'électorat jeune qui veut, entre autres, c'est entre autres l'électorat jeune qui est pas. Une certaine partie. Jeune, ça veut tellement rien dire sociologiquement. Comment on peut formuler ça? Une certaine partie de l'électorat jeune ne vote pas. Ou alors sont très dépolitisés, quoi. Ils regardent ça un peu de loin, genre en mode c'est pas pour eux. Donc on peut pas en vouloir à un politique d'essayer d'aller chercher des voix enfin d'aller parler à des gens là où ils sont, quoi. Moi, ça me paraît normal. Ça me paraît normal. J'en voudrais pas. C'est comme tout dans la vie, au final. Tant que ça casse pas ta propre liberté, bah go, en fait. C'est ce que vous voulez, bon, je schématise, mais en gros, quoi. Oui, bah oui. Bah, de toute façon, c'est un peu ça, la liberté. Bah oui, tout à fait. La liberté. Attends, c'est quoi déjà? Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, un truc comme ça. Enfin, bon, bref, bon, ça fait pas chier, quoi. Ça fait pas chier. Puis après, oui, en fonction des idées exprimées aussi. J'aime trop cette phrase. Oui. Tu peux la mettre. Ah bah non, t'as pas de réseaux sociaux, toi. T'as pas de médias sociaux. Ah, tu peux la mettre nulle part. Sur ton Twitch? Écoute. Sur ton épitaphe, quand tu mourras. Donc voilà. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, après tout, sur ces trucs ultra optimistes, je vais te laisser là. Je vais aller lire un coup pour me détendre là. Enfin, pour me détendre. Là, je suis déjà en détente, mais pour commencer à entamer la phase de sommeil. Ce live de qualité. Ah, et ben merci à toi pour ce viewer de qualité, parce que finalement, là, c'est un peu 50, il y a 50% du live qui est rendu vivant grâce à toi, parce que finalement, je me parle pas tout seul. Et tu es très actif, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est vrai que ça, s'il y a. Franchement, s'il y a genre un an, on m'aurait dit, bah, actuellement, genre, tu vas être sur Twitch et tu vas lire des articles comme ça, et en plus de ça, tu vas discuter avec un gars, ma foi, fort sympathique, que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, finalement, je me serais peut-être pas cru, tu vois. Donc voilà. Mais bon, c'est la beauté du réseau, on va dire. Bon, et ben du coup, merci Paul pour ta venue, merci pour tes commentaires, merci pour ton intérêt. J'espère que tu as appris des trucs. Bah oui, tu m'avais dit c'était sur quel truc déjà? Zut. C'était sur. Attends, juste avant Trump, c'était quoi? J'ai déjà oublié ce que j'ai lu. Oh, c'est terrible ça. Juste avant Trump, c'était un rapport avec Trump. Oh punaise. Et c'est fou ça. J'ai fait Trump et juste avant, l'autre article, moins fan. Ouais, oh zut. Attends. Il y avait un rapport avec Trump, mais c'était pas direct. Mais Truth Social. Oh punaise. Bon, bref. Bref. C'est fou ça quand même. Enfin, bon. Oui, oui. Bon, après, écoute, on peut pas avoir. C'est comme pendant les cours. Hein. Genre dans les cours, les statistiques, c'est genre, je crois, c'est 5 minutes de concentration intense en cours, et après, tu papillonnes. Mais bon, c'est normal. Faut pas te avoir tout qui plaît. Mais bon, bref. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne soirée. Repose-toi bien. Mange bien. Je sais pas si t'as déjà mangé. Et puis on se voit peut-être pour le prochain live. Écoute, on se revoit peut-être pour le prochain live. Allez, salut Paul et bonne soirée. Oh attends, avant que tu partes, est-ce que je peux essayer de te raider? Genre quelque part et après tu t'en vas. Genre tu fais ce que tu veux. Ça te dérange ou pas? Ou est-ce que tu es déjà parti? Genre, fenêtre sur Infocom, c'est quand même un mec en or parce que il fait des raids de une personne, tu vois. Et ça, c'est quand même pas rien. Il fait des raids de une personne, tu vois. Des raids de une personne, tu vois. Ah oui, il y a toujours une sorte de décalage. Et ça, c'est quand même pas rien. Allez, il fait des raids de une personne, tu vois. Des raids de une personne, tu vois. Ah oui, il y a toujours une sorte de décalage. Et ça, c'est quand même pas rien. Allez, il fait des raids de une personne, tu vois. Des raids de une personne, tu vois. Ah oui, il y a toujours une sorte de décalage. Et ça, c'est quand même pas rien. J'avais envoyé sur Backseat. Des raids de une personne, tu vois. Ouais, j'avais envoyé sur Backseat. Enfin,
Eco Power. Oui. Ouais, j'ai coupé le son. Je sais pas, on entend le son ou pas? On a fait ça la dernière fois aussi. Alors. Putain, mon internet rame un peu du cul là. Tableau de bord des créateurs. On a fait ça la dernière fois aussi. Ah, c'est fou. Alors, quel gros décalage. Putain. Allez, ça mouline. Et fais gaffe, car en soi, on voit tout ton écran. Ah ouais? Ouf. Ouais, faut que je fasse gaffe à mes informations perso. Attends, t'as raison. Je mets ça là. Hop. Et du coup, là, je peux plus du tout voir. Je peux plus du tout voir ce qui est marqué dans le chat. Alors attends. Non, non, non. Gestionnaire de stream. C'est vrai que je peux avoir des informations perso qui peuvent filtrer. Du coup, là, tu peux avoir une très belle vue sur les agences de valorisation de vidéos et la structuration d'une économie des UGC. Très, très intéressant, ma foi. Alors, lancer un raid sur une chaîne. Pour le live, tu laisses genre. Hop. Attends, pour le live, tu laisses genre ta cam avec un fond. Ah, mais oui, mais de toute façon, j'ai. Bah attends, j'ai mon truc du joystick, je suis trop bête, hein. Je suis vraiment trop con. Depuis le début, j'avais la solution, mais. Mais finalement, je suis un peu con. Oui, voilà, parfait. Lancer un raid sur une chaîne, alors. Il y a des gens que tu suis ou pas, généralement? Attends, Jean Massier, est-ce qu'il est là? Ah oui, comme je suis rien du tout. Bon, écoute, c'est quoi, c'est pas grave. Je suis rien du tout. J'ai un peu la flemme de chercher. Alors, par contre, aider des gens avec. Si toi t'en as que peu. Ça... Ah ouais? Ah oui, ouais, genre en mode les gens qui arrivent d'un coup et qui foutent le bordel, tu veux dire ça? Genre viennent polluer le chat, dans le sens où beaucoup penseront que tu fais ça pour la pub. Ah, ok. Ok. Ouais. C'est pas con, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. C'était juste pour. Parce que j'avais cru comprendre que c'est une sorte de convention, une sorte de norme sociale où tu raides des gens. Bon, bah écoute, ok. Bah, ça va dépendre des gens, ouais, j'imagine. Après, qu'est-ce qu'il nous reste, nous, les petits switchers, hein? Il nous reste quoi, finalement? Hein? Comme stratégie. Mais oui, ouais, ouais, j'avais pas pensé à ça, punaise. Tiens, tu fais bien de me le dire, parce que si ça se trouve, je vais passer pour un gros. T'es mal la taille du rat, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai toujours raidé avec 5-6 personnes mini. Ah ouais. Mhm. Bon, et ben, je vais attendre d'avoir 5-6 personnes mini, alors je vais suivre tes bons conseils. Ok, bon, bah cette fois-ci, on arrête vraiment. Je te redis bonne soirée. Merci pour ton super conseil là, parce que c'est vrai que je peux comprendre ouais, que tu peux mal le prendre du coup comme une sorte de pub un peu forcée. Bon, ouais, bon. Si tu aurais une personne au même nombre de viewers, au moins de 100 OZEF, t'inquiète. Ah ouais, ok. Ouais. Bah l'autre soir, j'ai géré des backseats, typiquement avec 2-3 personnes, je pense, max. Donc, typiquement là, pour le coup, ça fait mal à la taille du rat, quoi. Bref. Mais de toute façon, ils disent jamais rien là-bas. C'est comme à la téloche, t'as le chat derrière, mais ils lisent quasiment pas le chat. En même temps, il y a tellement de monde. Enfin bon, bref. Bon, allez, ce coup-ci, c'est un au revoir définitif, une bonne soirée définitive. Je te remercie encore, et puis voilà. Repose-toi bien. Allez, bisous.